La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mondelez? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord. Donc, nous avons une demande spéciale ici de nos abonnés Top Premium. Donc, je rappelle ici que le service Top Premium, les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc, ici, en termes de. Comme d'habitude, on suit le plan, à savoir, on recherche le revenu, la tendance du revenu ici, le free cash flow en termes de pourcentage, le net income, le nombre d'actions, le PER, la dette nette, ainsi que de la qualité de dividende si dividende il y a. Donc le premier élément qu'on va regarder, c'est le revenu. On recherche ici, avec le revenu, je recherche avant tout la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables, croissants, décroissants? Ça me permet déjà de voir quel type d'entreprise j'ai devant moi ici. Enfin, quand je dis ça me permet de voir quel type d'entreprise, je peux avoir à peu près une idée générale. Parce que de toutes les façons, il faut lire les rapports financiers pour se faire vraiment un avis à 100%. OK? Donc ici, nous constatons que les revenus sont décroissants. Alors, vous allez voir ici que les revenus sont décroissants, mais ils sont un tout petit peu bizarres. Ça, comme ça, en fait, ça présente ici une entreprise qui a fait des, comment on appelle ça, a vendu certains segments d'activité. Parce que si on regarde ici, divestiture, d'accord, faites attention, quand ne l'utilisez pas tout le temps parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les bonnes informations ici, d'accord. Donc, quand on regarde ici, divestiture, ici, on constate quoi? On constate ici que on a vendu un segment d'activité ici en 2010. D'accord, vous voyez que le revenu impacte. On a vendu un segment d'activité ici en 2015 également, impact sur le revenu. Est-ce qu'on a fait des acquisitions? D'accord, donc ici, alors on a fait une acquisition en 2009, on en a fait ici dernièrement. Donc Mondelez, ici, je suis sûr que c'est une compagnie que vous connaissez déjà. Par exemple, si vous aimez les chocolats, ce genre de choses-là, vous connaissez sans doute Milka, ce genre de trucs-là. Donc voilà à peu près les marques ici de Mondelez, Oreo, Milka, Philadelphia. Je vais juste mettre ça ici, Our Brands. D'accord. Donc voilà, vous avez déjà à peu près une idée générale de ce qu'on fait. OK, donc ici c'est la consommation ici durable, donc le branding, etc. C'est un certain pourcentage, c'est un certain avenir. Enfin, c'est un tout petit, c'est, comment dire ça? La marque fait tout ici, d'accord? Donc sans doute vous connaissez le Toblerone ici, le Trident, Oreo, etc. Donc c'est toujours une entreprise en plein changement, n'oubliez pas. Donc même jusqu'à aujourd'hui, elle prévoit vendre certains segments d'activité, si je ne me trompe pas, ça, par rapport à ce que j'avais lu dernièrement. Mais bon, il faut lire les rapports financiers en profondeur pour essayer pour avoir l'idée générale au fond. OK? So, en termes de revenus ici, ce qui m'intéresse, en termes de, je sais ici que nous avons une entreprise en plein changement, donc on ne peut pas dire que les revenus sont décroissants. OK? Parce que l'entité qu'on avait ici, ce n'est pas la même entité qu'on a à ce niveau-ci. OK? Donc ici, on a des revenus de 31 milliards 500. Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien? D'accord? Donc on check les 12 prochains mois. On s'attend à 34 milliards 90 millions. OK? 34 milliards 90 millions. Et en année N plus 3, juste pour voir la tendance ici, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste, on attend des revenus encore plus élevés. OK, 34,90. Je mets ça ici, 34,090. Maintenant, croissance du revenu, etc. Donc, au niveau de la croissance du revenu, c'est plutôt une compagnie qui est mature ici. Donc, la croissance est plus, elle est plus liée aussi, ici à des acquisitions. Donc, faites attention ici. Donc, les dernières années, on a à peu près quelque chose en tout de 5 à 10% par là. D'accord. Donc, on sait qu'il y a une certaine croissance ici, mais on sait également que c'est une croissance qui est par acquisition. Donc, il faut faire attention. C'est pas une... Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? Parce que c'est pas une croissance ici. Voilà. Vous ne pouvez pas vous attendre au même niveau de croissance ici année après année, surtout avec les acquisitions. OK. Et toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Donc, maintenant, si vous me posez la question à savoir comment est-ce que je peux savoir si une acquisition est bonne, il faut vraiment comprendre ce que l'entreprise fait. D'accord? Ce sont des questions à se poser de manière individuelle. OK? Donc, c'est pas, donc quand on fait l'acquisition d'une compagnie ici, demandez-vous si cette compagnie-là, par rapport aux marques dont on va faire l'acquisition ici, si ces marques-là méritent être au sein de cette dernière, de Mondelez ou bien d'une autre entité. D'accord? Ça peut être des marques, ça peut être des entreprises qui fabriquent, c'est pas moi, des toilettes ou des choses, enfin pas des toilettes, mais voilà, des carreaux, des choses comme ça. Donc bref, il faut faire attention. Par exemple, si Apple fait l'acquisition, par exemple, d'une compagnie comme, je vous prends un exemple, hein, si Apple fait l'acquisition, par exemple, de Stellantis, moi, ça va m'inquiéter, personnellement. Ok, je sais il y a beaucoup de rumeurs par rapport à la voiture Apple, etc. Mais je sais que c'est un business assez compliqué. D'accord? Donc, je ne serais pas très excité par cette nouvelle-là. OK? Donc, on revient ici. En termes de revenus, si on est à 34 milliards 90 ici, je prends les net income et les free cash flow, je les compare juste pour voir si les deux parlent le même langage. OK? Donc, free cash flow, net income ici, est-ce qu'on parle le même langage? Alors, ici, on met ça là, voilà.
Alors, on peut dire ici que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Les net income sont un tout petit peu plus élevés. Les free cash flow, maintenant, il faudrait lire les rapports financiers pour se demander, pour voir à peu près quelle est la différence entre les deux. OK? Donc, voilà, au moins on sait que c'est quelque chose qu'on va aller regarder dans les rapports financiers. Sur les derniers mois, ici, la dernière année, les free cash flow étaient un tout petit peu plus élevés, mais voilà. C'est également une entreprise qui a beaucoup de changements entre-temps. Donc, il y a par exemple ici, il y a peut-être ici une dépréciation des actifs, des choses comme ça. Donc, il faudrait voir les rapports financiers ici. OK? Donc, en termes de marge, donc les marges de free cash flow, de net income plutôt, qu'est-ce qu'on obtient ici sur les 12 derniers mois? Alors, je dézoome un tout petit peu. Vous constatez quoi? Vous allez voir ici que ces marges-là, si on les prend sur une période de 20 ans, on trouve du 9,56%. Sur les 10 dernières années, on est à 11,94%. Sur les 5 dernières années, on est à 13,37%. Sur la dernière année, ici, on est à 8,63%. Alors, je vais essayer d'abord de me poser la question de savoir quelles sont les marges qui sont attendues l'année prochaine, donc, enfin, d'ici la fin de l'année. On s'attend à peu près à avoir 4 milliards 310. OK, donc je prends le 4,310, le 30, divisé par 34,0, non, le 34 milliards 90 millions ici, ça donne à peu près 12,64%. OK, en année N plus 3, en termes de revenus, on s'attend à voir combien? En termes de marge, on s'attend à voir combien? Je vais juste voir si on arrive à maintenir à peu près la moyenne des marges de 13% par là. Je prends les free cash flow, bien, les net income ici, bien sûr. Donc, ici, ça fait 4,85 divisé par 36,57. Nous avons ici un 13%. Alors, il faut se dire une chose. Si je prends des marges de 13% ici, c'est également parce que j'aurais vu dans le plan stratégique du management ici qu'on a pour objectif de maintenir des marges à 13% et plus, ou bien aux alentours de 13%. Faites attention. Je ne prends juste pas ce chiffre-ci ici pour, voilà, enfin, c'est juste pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Ce sont des choses également que je vais aller vérifier dans les rapports financiers parce qu'il faut recoller les morceaux. OK? Donc, je prendrai du 13% ici. Même si on a 13% et plus, tant mieux. OK? Mais je ne prendrai sûrement pas 20%. D'accord? Et je ne prendrai pas également 5%. OK? Donc, le nombre d'actions ici est de combien? Donc, on prend le nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on obtient ici? En termes de nombre d'actions, nous avons à peu près 1 milliard 380. Donc, c'est une entreprise qui rachète ses actions. Donc, je mets ici 1 milliard 380. D'accord? Le PER moyen pour cette compagnie-ci, vu son activité, je sais qu'on va s'échanger généralement des PER entre 20, 22 et 25. D'accord? 20, 22 et 25. Donc, je pourrais aller prendre mon délai ici et je vais aller sur Finbox. Mais faites attention, aujourd'hui, à payer 25 fois les bénéfices sur des entreprises qui n'ont pas une croissance exponentielle ou bien une croissance assez élevée, stable et durable dans le temps. OK, Mondelez est plutôt une entreprise qui est mature ici. Donc, payer 25 fois les bénéfices ici dans une période où les taux d'intérêt augmentent, il faut faire attention. Il faut vraiment qu'il y ait une énorme croissance ici, ou un potentiel d'augmentation des marges. Ce n'est pas que vous allez vous dire que c'est possible. Il faut avoir à peu près des éléments, des preuves, des éléments ici, d'accord, qui vous permettent de soutenir ce raisonnement-là. OK? Donc, maintenant, je vais juste mettre ça au niveau du modèle ici. Je pense est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires? Il nous manque la dette nette, d'accord? On va aller regarder ici. Est-ce qu'on a une dette nette ici? Donc, dette nette, on va mettre dette nette. Qu'est-ce qu'on obtient ici au niveau de la dette nette? On obtient 21 milliards 690 millions. Donc, je prends le 21 milliards 690 millions. Je le mets là, 21,69 en billion. OK. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. OK. Donc, on a le revenu. La croissance du revenu, on sait qu'on a une certaine croissance, mais c'est une croissance qui est par acquisition et également sans doute un tout petit peu organique. Donc, il faudrait déjà différencier les deux. En termes de free cash flow, je prends 13% nombre d'actions, 1 milliard 380. On a vu ici qu'on a une diminution du nombre d'actions. Les PER ici ont tendance à être de 20, 22, 25. Vous pouvez également aller vérifier ça ici. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une préférence ici pour 20 fois les bénéfices, surtout pour une compagnie qui n'a pas une énorme croissance, qui est plutôt mature ici. Donc, j'aurais du mal à payer de 25 fois les bénéfices ici, même si ça reste une très belle entreprise. Faites attention, OK? Donc, c'est purement ici comment on appelle ça, mon observation personnelle. Même quand on regarde ici la marge de la médiane en termes de free cash flow, ici, vous allez voir que le marché paye aux alentours de 20, 22 fois les bénéfices. OK? Donc, au niveau de la dette nette, on a 21 milliards 690.
Donc, je rappelle encore ici que pour ceux qui veulent aller loin, nous avons le service ici Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a en train de faire présentement ici. Et au moins, vous avez la garantie que ça va être fait, d'accord? En supplément de ça, je présente 2 notes d'analyse ici pour les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées. Vous pouvez voir à quoi ressemble une note d'analyse ici en tapant, par exemple, Johnson Johnson. Vous allez voir qu'on en a fait une dernièrement ici. C'est-à-dire que ça se base ici sur la lecture des rapports financiers. Donc, on va essayer de donner son avis, la lecture des rapports financiers ainsi que les conference calls. Au moins, vous avez une idée générale par rapport à ce qui s'est passé et voilà, comment est-ce qu'on voit le business à peu près sur les mois à venir. OK? Donc, ici, c'est quelque chose également, quand je présente 2 entreprises, je fais également une certaine actualisation. Ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement. Ça veut dire que c'est déjà un début ici de recherche pour vous. D'accord? Quand vous allez lire les rapports financiers, si vous avez des questions, on en parle. D'accord? Parce que le but est de vous rendre et de faire de vous des investisseurs indépendants. Et il faut absolument pratiquer pour être un investisseur indépendant. OK? Donc, sur la Top Newsletter, vous recevez par exemple des analyses ici sectorielles comme celles qu'on a envoyées dernièrement pour le secteur pétrolier. Avant cela, on a fait ici le secteur ici des banques. Avant cela, on avait le secteur automobile, le secteur aérien. Ça vous donne une idée générale de comment est-ce que ça va se comporter sur les périodes actuelles. Par exemple, on sait que le secteur aérien, ça va très bien aller et que la façon de consommer, surtout ici les voyages d'affaires, la façon de... la façon de la pandémie également a changé un tout petit peu la façon de consommer. Donc maintenant, on a des voyages d'affaires, mais également des voyages d'affaires à mélanger à des loisirs qu'on appelle généralement leisure, d'accord? Donc business and leisure, d'accord? Bref, ça vous donne à peu près une idée générale. Donc ces notes d'analyse-là sont également basées sur la lecture ici des rapports financiers sur les différentes entités, parce que aussi, c'est que vous ne savez pas ce que les entreprises généralement vous donnent l'information concernant ici l'état des lieux, d'accord, des différentes entreprises, de leur secteur d'activité. En supplément de ça, voilà, ces différentes entreprises ont souvent également, se réunissent souvent en association et parfois elles publient des notes d'analyse ici ou bien des rapports financiers ici, des rapports d'industrie ici que vous pouvez consulter directement sur Internet pour ceux qui arrivent à faire des recherches. Donc ici, c'est à peu près un travail un tout petit peu mâché. Vous avez tout ça gratuitement au niveau de la Top Newsletter, d'accord? Donc, les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire de cette vidéo aussi, si je n'oublie pas. Bref, on continue. En termes de revenus, vu qu'on a pu le 34 milliards 34 milliards 90 millions, ça donne ici 34 milliards 90 millions. 13% de ce montant, ça donne combien? 13% de ce montant, ça donne 4 milliards 431,7. Donc, je viens ici, je mets 4 milliards 331,7. OK? Donc ici, on a 16 fois. Ici, on arrive à une dette nette aux alentours de 16 milliards. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vérifier un tout petit peu cette dette nette-là au niveau des rapports financiers? Parce que moi, ça m'intrigue. Parce que je vois ici que la dette est de 23 milliards et que mon délai ici mentionne qu'elle a, elle a à peu près... voilà, on met ici moins la dette, cash. Voilà, le cash et cash équivalent, c'est ça. La dette est ici à 23. OK, donc elle a une dette de 23 et elle a du cash net. OK, investissement. OK, d'accord. Donc, je pense qu'il faudrait... Je pense que la partie des investissements n'a pas été prise en considération sans doute dans le calcul de la dette nette ici. C'est pour ça qu'on aura quelque chose d'un tout petit peu plus élevé. OK? Donc, faites attention. Admettons même que on a une bonne information ici parce que Finbox, quand même, pour les entreprises européennes, des entreprises américaines, on a souvent de bonnes informations. OK? Donc, on peut se dire que c'est possible parce que je sais également qu'elle prend... Moi, je considère que les investissements ici sont à peu près de la liquidité. D'accord? Donc, or, enfin, c'est pas des investissements à court terme. Hein. Or, dans certaines, sur Finbox ici, sur Coifin, il prend uniquement en considération le cash et les équivalents de cash à court terme. Donc, on va se dire ici qu'on va prendre ça. D'accord? De toutes les façons, vous pouvez toujours aller vérifier dans les rapports financiers. La vidéo a déjà été assez longue ici, donc je ne vais pas juste le faire. Donc, je mets 20, d'accord? 22, d'accord? 25, ok? Donc, on a ici le revenu aux alentours de 4 milliards, oh non, c'est même pas ça, on avait à peu près 4 milliards 431,7. Donc, 4 milliards 431,7. Et ici, 4 milliards 431,7. OK. Donc, à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, nous avons 52 $ l'action. À 22 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on aura à peu près 59 $ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on aura à peu près 70 $ l'action. Ce qui me permet de dire ici que l'entreprise ici est correctement évaluée. D'accord, même si vous prenez à 20 fois les bénéfices, on a une marge
on a enlevé la dette ici, donc on a à peu près voilà, 20% de marge d'erreur ici. Donc voilà, si le prix est actuel, le prix actuel est tout simplement correct. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow par rapport au prix actuel, d'accord, qui est à peu près, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, qui est à peu près de 89 milliards 360 millions ici, vous aurez un rendement de 4,95%. Sans prendre en considération une éventuelle croissance et bien sûr sans prendre en considération la dette. Vous pouvez vérifier ici quel est le niveau d'endettement de cette compagnie en allant directement dans ses rapports financiers, ok, au cas où ici la dette est bien plus élevée que ça. Par exemple, ici on a pris celle de 5 milliards de 4 milliards en supplément ici, d'accord. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de l'ajuster en conséquence. Donc, ça va vous donner ici, voilà, si on a 4 milliards en supplément, ici, on aura le prix sera impacté ici de 3 dollars. Donc, il n'y a pas de quoi changer le raisonnement final ici aujourd'hui. OK, si on réfléchit ici en termes de rendement, d'accord, en termes de rendement, ici, on a 5% par rapport au prix actuel, c'est suffisant pour moi pour savoir qu'on est correctement évalué. Maintenant, tout va dépendre de la croissance future. Ici, on s'est dit qu'on a bien vérifié que la croissance ici était soit par acquisition, donc essentiellement par acquisition ici, donc il faut faire attention, c'est plutôt une entreprise mature. OK? Donc, je dirais que mon délai ici est correctement évalué. Et préférence pour moi, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser à 20 fois les bénéfices généralement. En prenant en considération la dette, je ne l'achèterai pas à moins de 52 dollars à l'action. OK, de préférence. OK, aujourd'hui, l'entreprise coûte à combien? 65 dollars à l'action. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse. Comme je l'ai dit tantôt, le prix n'est pas mauvais en date d'aujourd'hui. Il n'est pas juste extraordinaire, il est correct. OK, donc, pour le dividende ici, vu que j'ai pris ici le rendement, donc si on vous distribue la totalité des dividendes ici, des bénéfices nets ici en dividendes, vous aurez à peu près 5%. Et en date d'aujourd'hui, on vous distribue 2,35% ici en termes de dividendes. Donc, ce dividende-là, il est safe, il y a de fortes chances qu'il reste stable et sinon croissant dans le futur. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? N'oubliez pas, ceci n'est que mon point de vue et je pourrais également me tromper et je me réserve toujours d'ailleurs le droit de le faire. Merci.